Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est désormais en phase avec le CNT, le Conseil national de la transition. Oui, après le président de la transition, c'était au tour de l'organe législatif d'accorder sa confiance au Premier ministre Choguel Kokala Maïga suite à la présentation et au débat sur le plan d'action du gouvernement. 4 axes et 9 objectifs stratégiques chiffrés assortis d'un chronogramme d'exécution, document ambitieux dont le contenu suscite de l'admiration, mais aussi des préoccupations et des questionnements. Place à présent à sa mise en œuvre à 7 mois de la fin annoncée de la période de transition. Comment le Premier ministre a-t-il vécu cet exercice et quelles perspectives pour le Mali à partir de là? Le chef du gouvernement a bien voulu nous recevoir pour échanger sur ces questions. Choguel Kokala Maïga, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est à moi de vous remercier. Alors, en vous voyant devant le CNT, les Maliens ne pouvaient pas ne pas penser à cette requête que vous avez introduite en justice en son temps au niveau du M5 RFP, notamment en vue de l'annulation du décret de nomination des membres du CNT. Une décision de justice est attendue dans les prochaines heures sur la question. Pourquoi ne pas l'avoir attendue avant de passer pour cet exercice devant le CNT? Simplement parce que lorsqu'après les événements du 24 mai, les deux composants des forces du changement, les représentants des forces armées de sécurité et le comité stratégique du M5 RFP se sont retrouvés, nous avons convenu que des principales revendications du M5 qui devaient servir de base sur lesquelles on devait bâtir le processus de transition et qui était présenté aux Maliens quelques jours avant en 10 points, celle qui concerne le Conseil national de transition étant pendant devant la justice, il fallait faire l'économie du débat autour de cette question. Le temps de la justice n'étant pas celui des politiques, il fallait laisser cette question à côté et continuer. Alors, avec quel sentiment, quand même, vous vous êtes prêté à cet exercice, surtout que quelqu'un vous a rappelé cette question de la légitimité du CNT? Non, je pense que je lui ai donné la réponse républicaine. Nous sommes des républicains. Nous nous sommes adressés à la justice. Et on attend les résultats de la justice à laquelle on va se conformer forcément. Et donc, c'est un débat qui n'avait pas lieu d'être, mais je comprends qu'un membre du CNT pose la question. C'est une question qui avait été tranchée avant qu'on ne s'engage dans la nouvelle trajectoire rectifiée de la transition, comme le M5 le disait. Venons-en à l'exercice proprement dit auquel vous vous êtes soumis devant le CNT, une journée d'échange, de débat. Quel en était l'esprit et comment est-ce que vous l'avez apprécié cette journée? Je pense que cette journée a permis au gouvernement d'expliquer aux Maliens, de montrer aux Maliens qu'il a une vision, il a un cap, il bénéficie de la confiance totale du président de la transition. Et donc, il fallait venir devant le Conseil national de transition, qui fait office d'assemblée législative, pour valider ce que le gouvernement entend faire dans le système démocratique dans lequel nous pensons être. Il était important que l'organe représentatif des populations puisse donner son opinion. Et je crois que c'est un exercice qui a été utile, aussi bien pour le gouvernement que pour le CNT qui a pris la juste mesure de la détermination du gouvernement et de sa résolution à faire en sorte que cette transition puisse effectivement poser les bases de la refondation de l'État malien. Mais on a l'impression que votre plan d'action a suscité autant d'admiration qu'il a suscité aussi de questionnements. Est-ce un bon ou un mauvais signe selon vous? Je pense que c'est un bon signe. Bon signe d'abord le fait que les débats ont montré que le CNT n'est pas une chambre d'enregistrement. En tout cas, je pense que c'est ce que les débats ont montré. C'est un bon signe aussi parce que ça a permis au gouvernement d'expliquer, comme je dis, aux Maliens quelle est sa vision. Et ça a permis aussi au CNT et au gouvernement
de jouer chacun son rôle. Comme je l'ai dit à la fin du débat, le Conseil national de transition, le gouvernement, le président de la transition sont des acteurs qui doivent se donner la main pour faire en sorte que la transition soit une réussite totale. C'est ce que les Maliens attendent. Et le CNT, pas une chambre d'enregistrement, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le gouvernement? Non, je pense que c'est les débats qui l'ont montré. Ce n'était pas un débat de connivence. C'est des questions pertinentes qui ont été posées et nous nous sommes donné le temps et la patience de répondre à toutes les questions pour qu'aucune zone d'ombre n'existe entre nous et le CNT. Et je pense que la confiance qui nous a été accordée, nous, je vais dire le gouvernement, montre que le message du gouvernement qui consiste à dire que nous sommes en quelque sorte les deux poumons des mêmes corps, ce message a été compris. Nous avons maintenant au niveau du gouvernement l'obligation des résultats, l'obligation de rendre compte au peuple à travers le CNT, à travers tout ce que nous allons faire. Et c'est pour cela que vous aurez constaté que dès le lendemain de l'adoption du programme d'action gouvernementale, autrement dit le mardi déjà, le gouvernement s'est mis à la tâche. Nous avons convoqué un conseil de cabinet où nous avons passé en revue ce qu'il faut faire immédiatement et toute une stratégie de mise en œuvre et de communication pour que les Maliens, sur l'ensemble du territoire national, de Kidal à Kaï, puissent suivre au quotidien ce que le gouvernement est en train de faire et s'approprient totalement le programme d'action gouvernementale. Mais est-ce que la journée vous a donné, par exemple, envie de revoir certaines parties de votre copie? Bien au contraire, les débats m'ont convaincu que nous avons fait le bon choix de centrer l'essentiel de l'action gouvernementale sur les points clés à partir desquels la transition va être jugée, c'est-à-dire les questions de sécurité, la question de la refondation de l'État malien qui passe par les réformes politiques et institutionnelles, la question de la lutte contre l'impunité et les questions du développement économique et social, c'est-à-dire s'occuper du quotidien des Maliens, la santé, l'éducation, la nourriture. Je crois qu'on a bien fait de ne pas nous disperser dans un document volumineux qui ne donne pas une compréhension pédagogique de ce que nous faisons. Nous pensons que ça a été un exercice à la hauteur des attentes des Maliens. Les 4 axes autour desquels vous avez articulé votre plan d'action, selon vous, résument un peu la volonté de changement des Maliens? Absolument. J'ai expliqué pendant les débats qu'il ne faut pas qu'on se trompe, ni de diagnostic, ni de solution à la crise malienne. Se tromper de diagnostic consiste à ramener la solution à la crise politico-institutionnelle que nous connaissons à une simple question électorale. Elle est plus profonde. Se tromper de traitement, c'est de croire qu'il suffit d'aller à des élections, installer un nouveau pouvoir, quelles que soient les conditions, surtout en gardant les mêmes méthodes que par le passé, on aura résolu le problème. Le bon diagnostic, c'est de dire que la crise électorale n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le vase était déjà plein de beaucoup de préoccupations des Maliens, l'impunité, la corruption, le manque de sécurité, le manque de confiance en l'État, des citoyens dans l'État malien, qui a perdu sa légitimité parce que son utilité, les citoyens ne le perçoivent pas. Et ça, c'est le bon diagnostic. Le bon traitement qu'il faut faire, c'est les assises nationales de la refondation. Ces assises vont permettre aux Maliens de faire un bon diagnostic, mais surtout de prescrire les remèdes pour soigner le grand malade qui est le Mali aujourd'hui. Et donc, je pense que l'exercice qui a été fait devant le CNT est un exercice qu'il fallait faire. C'est un exercice qui a été utile. C'est un exercice qui a été compris par le CNT et par les Maliens qui ont largement suivi à travers les médias.
Voyons quelques aspects donc du contenu de ce document. On parlera un peu plus tard des ANR, mais commençons par les élections générales. Tout le monde est d'accord avec vous que ce sera certainement le baromètre principal de mesure de la réussite de cette transition. Vous avez annoncé le maintien du calendrier annoncé initialement. On a l'impression qu'il y a un choix à faire entre vite faire et bien faire. Nous avons décidé de faire les deux, en mettant l'accent sur bien faire. Vous savez, pour ceux qui se rappellent un peu, en 1997, la première grave crise politique qu'il y a eu après les élections, on était dans la même situation. Il y avait le débat, faire vite pour être dans les délais ou s'arrêter pour bien faire. Le gouvernement avait choisi alors d'aller vite. Bien faire était laissé à côté. Le résultat, c'est que la Cour constitutionnelle, à la fin des élections législatives, a annulé l'ensemble du processus électoral pour absence de liste, ainsi de suite. Parce que les deux impératifs ne sont peut-être pas forcément conciliables. Mais il faut travailler à les concilier. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Un gouvernement doit avoir la capacité de résoudre les problèmes. S'il n'y a pas de problème à résoudre, ça ne sert à rien d'être là. C'est parce que c'est difficile que nous avons décidé d'aller à marche forcée. Vous aurez constaté, comme je l'ai dit, que pour diverses raisons, peut-être indépendantes de leur volonté, l'ancienne équipe gouvernementale a mis 6 mois de sa nomination à la présentation de son programme devant le CNT. Nous avons dit que nous allons le faire en 6 semaines. Et nous l'avons fait. Le premier conseil des ministres s'est tenu le 16 juin. Du 16 juin au 30 à 31 juillet, ça fait exactement les 6 semaines. Au début, jusqu'à avant-hier, d'ailleurs, beaucoup ne croyaient pas. Ça, c'est un. La deuxième chose, vous avez vu le Front social, comment nous l'avons abordé. Le Front social continuera à être en ébullition. Mais au moins, il n'est pas dans une situation de déstabiliser la transition. Ça aussi, pendant 9 mois, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, le Front social bouillonnait et pratiquement le gouvernement était en instabilité en permanence. Cette question aussi a été résolue. La troisième question qui a été résolue, c'est le débat sur le fameux organe unique indépendant des élections. C'est un débat qui existe depuis 2002. Ça fait bientôt 20 ans. La première fois où la classe politique et la société civile a réclamé un organe unique indépendant des élections, comme je le dis, c'est en 2002. Pendant près de 20 ans, on n'a pas résolu la question. En 6 semaines, la décision est prise irrévocable qu'il faut un organe unique, indépendant d'organiser les élections. Troisièmement, pendant des années, les assises nationales, les réunions, les conférences, les forums se sont multipliés sur l'éducation, sur l'école, la conférence d'entente nationale. Et le dernier, c'est le dialogue national inclusif qui s'est tenu. Mais après le dialogue, même le comité de suivi qu'on pouvait mettre les quelques 30 minutes après n'a jamais été mis en place. Donc de tous ces forums, les résolutions ont été mises dans les tiroirs. Nous avons décidé et annoncé aux Maliens que les assises nationales de la refondation vont aboutir à des résolutions qui seront exécutoires. C'est-à-dire, dès au sortir des assises, le gouvernement de transition lui-même va donner l'exemple. Il va commencer à exécuter toutes les décisions qui sont à court terme. Celles qui sont à moyen et long terme seront prises en charge par les futurs gouvernements. Donc quand vous regardez, vous venez que la méthode a changé, l'approche a changé, la vision a changé, la façon de travailler a changé et la conception, la perception que nous nous faisons du travail d'un gouvernement a changé. Parce qu'on est venu, l'équipe qui est là est venue en ayant une claire conscience des attentes des Maliens. Lesquelles? Plus de sécurité, plus de justice, besoin de refonder l'État. Quand vous regardez même l'architecture gouvernementale, c'est comme ça que les ministères se suivent. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Mais il fallait s'attaquer à ces 3 questions pour redonner confiance aux Maliens, pour que les Maliens commencent à croire à la parole d'un gouvernement, à la parole de l'État. Marche à part forcée, vous avez dit, je voudrais qu'on revienne un peu à la question des élections, notamment à celle de l'organe unique, c'est déjà tranché, mais est-ce que vous avez l'impression quand même d'avoir rassuré ceux qui estiment que ce n'est pas possible vu le temps? Vous savez, notre rôle en tant que gouvernement,
C'est après avoir bien analysé la situation, après avoir bien diagnostiqué, c'est de décider. L'un des plus grands adversaires d'un gouvernement, c'est la non-décision, c'est l'hésitation, c'est ne pas savoir où on va et souvent d'où on vient. Le gouvernement actuel sait d'où il vient. Il est le produit de la lutte du peuple, la lutte héroïque du peuple pour le changement, porté par le M5 RFP, parachevé par les forces armées de sécurité. Il sait d'où il vient. Il sait où est-ce qu'il va. Il doit arriver à refonder l'État, à faire les réformes nécessaires. Il doit parvenir à améliorer la sécurité. Il doit donner des signes clairs d'une volonté farouche de lutter contre l'impunité. Il sait là où il va. Maintenant, la question qu'il faut résoudre, comment y arriver? Et c'est là que le gouvernement a fait preuve non seulement d'imagination, de capacité de discernement pour faire la part entre ce qui est secondaire et ce qui est accessoire, à quoi il faut s'attaquer tout de suite. Pour parler en tant que les mathématiciens, on a une équation à plusieurs inconnus. Nous isolons les inconnus les plus difficiles à traiter, nous les résolvons et petit à petit on avance. C'est pourquoi on a pu avoir ce résultat en 6 semaines. Et je crois que c'est cette méthode-là que nous allons continuer à pratiquer. Et nous sommes convaincus que cette transition va poser les bases du Mali nouveau. Nous sommes convaincus de ça. Alors, revenons-en aux ANR dont vous nous avez parlé tantôt, les assises nationales de la refondation qui auront donc, comme vous l'avez dit, comme matière première les résultats des forats précédents. Les expériences passées n'ont-elles pas montré les limites d'un tel exercice au Mali? La différence, comme je l'ai dit, les autres forats, lorsqu'on finit, c'est des bonnes résolutions, mais c'est dans les tiroirs. Mais déjà, se retrouver autour d'une table, c'est un problème. Non, en fait, d'habitude, se retrouver n'était pas de problème. Les états généraux de la décentralisation, il n'y a pas de polémique. La conférence d'entente nationale, il n'y avait pas de problème. Les débats sur l'école, il n'y avait pas de problème. Le dialogue national inclusif a suscité certaines incompréhensions entre la classe politique. Pour quelles raisons? Il est bon que je rappelle que le dialogue national inclusif était une revendication de l'opposition, portée en son temps par le chef de file de l'opposition, le regretté Soumaïla Cissé, auquel je rends ici un hommage. C'est lui qui, lorsque l'ancien président Ibrahim Bokar Keïta a tendu la main comme il l'avait dit, Soumaïla ayant pris la main tendue, a dit « mettons-nous autour d'une table, dialoguons pour mettre à plat tous les problèmes du pays ». Une fois que le principe a été accepté, le désaccord est venu d'où? Lorsque l'opposition, avec son chef de file Soumaïla Cissé, a demandé que les résolutions du dialogue soient exécutoires, c'est-à-dire que ça ne soit pas un forum de plus comme les autres. Au sortir du dialogue, il faut appliquer les résultats. Il n'y a pas eu d'entente sur ça. C'est ça la cause principale. Et comme on le dit en Bambara, nous avons pointé le doigt, le soleil est sorti là-bas. Parce que la preuve, c'est qu'on est sorti du dialogue national inclusif. Après toute la publicité qui a été faite, aucune des résolutions, comme je dis, même la mise en place du simple comité de suivi qu'on pouvait faire 30 minutes après, n'a jamais été fait. Il y a eu beaucoup de publicité, le message a été véhiculé partout, ça a été transcrit dans tous les documents officiels, nationaux et internationaux. Cette fois-ci, au sortir du dialogue, des assises nationales de la refondation, il y aura un comité de suivi que le chef de l'État va mettre en place immédiatement. Et le gouvernement va s'attacher à mettre en œuvre tout ce qui peut se faire pendant la durée de la transition. Et le reste va être conduit par les nouvelles autorités. Et c'est pour cela que nous avons dit que les caractères légitimes des participants aux assises, qui comprendront les partis politiques, les syndicats, la société civile, les organisations religieuses, les fêtières, toute la société, toutes les tranches de notre société vont être représentées. Et du point de vue spatial, de Kidal à Kaï, tous les citoyens vont être représentés. Donc, c'est un forum qui aura une grande légitimité. Et c'est pour cela que nous disons, ce n'est pas l'affaire d'un parti, ce n'est pas l'affaire d'une région, ce n'est pas l'affaire d'une ethnie. Et c'est pour cela que nous entendons
faire en sorte que les résolutions des assises nationales fassent l'objet de textes de loi, des textes réglementaires. Nous irons jusqu'à exiger que celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle s'engage à mettre en œuvre les résolutions des assises. En plus, bien sûr, de son projet de société qu'il aura dans une main, qui fera la différence entre lui et les autres candidats. Mais tous les candidats doivent s'engager à mettre en œuvre la volonté que les Maliens ont prescrite à la fin des assises nationales de la refondation. Donc, voilà un peu la spécificité des assises. Décision exécutoire, même pour les nouvelles autorités, vous avez dit. Bien sûr, parce que lorsque toute la société se réunit pour dire voilà l'orientation que je veux que mon pays prenne désormais, je ne vois pas comment une partie de cette société va se soustraire à cela. Surtout que, et c'est important que je le dise, vous savez, il y a une certaine catégorie de citoyens qui pensent que le pays, c'est les partis politiques. Ce que les partis politiques présentent. La différence entre les partis politiques, ils vont le présenter dans leur projet de société. Mais il y aura un dénominateur commun. Parce que quand vous regardez le taux de participation aux élections, regardez la représentativité. On est 20 millions de Maliens. Aux élections, les présidents les mieux élus, c'est peut-être avec 1,5 million, 2 millions. Et vous aurez constaté que chaque fois qu'il y a une crise, dans les républiques démocratiques normales, il y a les ressorts institutionnels qui absorbent les chocs des crises. Mais chez nous, dès que la crise a atteint un certain niveau, le gouvernement sort du jeu institutionnel normal pour s'adresser à la société civile, aux chefs traditionnels, aux organisations religieuses, aux organisations fêtières. Donc ça veut dire qu'il va chercher des légitimités pour se sortir d'une situation. Il ne faut pas attendre seulement que lorsqu'on a des problèmes, qu'on va voir les religieux, on va voir les familles traditionnelles, on va voir les griots, on va voir les organisations fêtières, on va voir les syndicats. Il faut les associer à la décision. Et ceux qui vont décider, les partis ont l'obligation de le prendre en charge. Les partis ne sont pas au-dessus de la société. C'est la compréhension que nous avons de la nécessité de faire en sorte que les conclusions des assises soient obligatoires, soient exécutoires par tous ceux qui aspirent diriger le Mali. Une autre question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, Monsieur le Premier ministre, c'est la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Vous parlez désormais de relecture intelligente et consensuelle. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est ouvrir une boîte à Pandore? Vous savez, avant que le nouveau gouvernement ne s'installe, vous aurez remarqué chaque fois qu'on parle de l'accord, tantôt c'est les adversaires, ceux qui sont contre l'accord, dont certains ont leurs raisons objectives, qui sont effarouchés. Ils ne veulent pas entendre parler de l'application pure et simple de l'accord. Lorsque vous parlez de relecture, une autre frange dit non. Si on veut relire, on ouvre la porte de Pandore. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'accord est le résultat d'un compromis historique et politique. L'accord est un outil de construction de la paix. C'est un processus. On ne s'arrête pas pour dire que c'est fini. Il faut pédaler et résoudre les problèmes en même temps. Je dois rappeler que contrairement à ce que beaucoup disent, au moment de la signature de l'accord, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui représentait le Mali, avait des exigences de plus de 12 pages. Les mouvements signataires avaient aussi chacun ses exigences. Chacun avait ses réserves. Ses réserves. C'est la médiation internationale qui a tranché. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, notre gouvernement avait accepté. Donc, à partir de ce moment, on ne peut plus dire on se soustrait à ça, sans autre forme de procès. Ce qui n'a pas été fait, c'est que les deux acteurs, les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement et les mouvements signataires, aucune de ces parties ne s'est donnée comme mission d'aller expliquer à ceux au nom desquels il a signé qu'est-ce qu'il y a dans l'accord. Le gouvernement n'a pas fait l'appropriation, même au niveau du gouvernement, sauf ceux qui l'ont lu d'eux-mêmes. Je le sais parce que j'étais dans le gouvernement. Aucune séance d'appropriation, ce n'est pas par faute de l'avoir proposé, ni à l'Assemblée nationale, ni dans aucune des institutions. La même chose du côté des mouvements signataires.
Ce qui fait que c'est resté une affaire entre signataires. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut une appropriation de cet accord par les Maliens. Un. Deuxièmement, quand nous parlons de lecture intelligente, vous savez, il y a 4 données qui ne sont pas négociables, qui sont intangibles. Il faut que ça soit dit de façon forte. Les fameuses lignes rouges. L'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire et la forme républicaine et laïque de l'État. Quand on parle de lecture intelligente, c'est que dans cet accord, tout ce qui peut remettre en cause ces principes, après que les Maliens aient compris, ont vocation à être regardés de plus près. Relecture consensuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie ne se retire pas pour dire voici ce que je veux comme changement. Ou une autre dire voici ce que je ne veux pas. Si on est animé de bonne foi, il faut qu'on s'entende sur le fait que les inquiétudes des uns et des autres doivent être prises en charge. Il ne faut pas que la majorité des Maliens, qui sont les 90%, sinon même plus, aient le sentiment que ce n'est pas des manœuvres au niveau de la communauté internationale, ce n'est pas des jeux géostratégiques, pas les armes qu'on veut leur imposer ceux dont ils ne veulent pas la partition de leur pays. Il ne faut pas non plus que ceux qui, pour une raison ou une autre, ont pris leurs armes. L'objet aussi, ce n'est pas de dire s'ils ont raison ou non, mais c'est un fait. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment à la fin qu'ils sortent perdants de tout ça, que cette bataille n'a servi à rien. Une fois qu'on comprend ça, il faut qu'on change de façon même de mise en œuvre de l'accord. En réalité, le problème dans l'accord, on n'a pas mis l'accord en œuvre. On a interprété souvent pour arranger des situations, pour répondre à des pressions venues ici et là, pour prendre des voies souvent qui sont contraires à l'esprit de l'accord. C'est à ça qu'il faut mettre fin. Il faut aussi que les Maliens se fassent confiance. Dès que j'ai été désigné par le M5, proposé, disons, au président de la transition pour conduire l'action gouvernementale, la première fois où le président a reçu nos frères des mouvements, j'étais là, il m'a appelé. Et il leur a dit clairement qu'il souhaite que désormais le futur Premier ministre, je n'étais pas encore nommé, soit leur interlocuteur, qu'il discute avec lui. Et le lendemain, je les ai rencontrés. On a fait des heures de débat. Ensuite, j'ai rencontré tous les autres mouvements. Qu'est-ce que je leur ai dit en substance? J'ai dit, tout le monde est fatigué de cette guerre. Les Maliens n'en veulent plus. Deuxièmement, aucun État, aucun pays ne viendra résoudre nos problèmes à notre place. La communauté internationale est composée de plusieurs pays qui ont chacun leur agenda qui peut être différent de celui du Mali. Les Maliens doivent avoir leur propre agenda et demander aux partenaires de l'appuyer. Troisièmement, il est important qu'on n'aille pas se disputer devant les partenaires. Il faut que désormais les Maliens, entre nous, nous discutions de tous nos problèmes et ce qu'on aura retenu, on le présente à nos partenaires pour nous aider. Il y a un cadre aujourd'hui intermalien de discussion. Par exemple, demain, il y a une réunion spécialement sur ça, avant chaque rencontre. À la première réunion du comité de suivi de l'accord du CSA auquel j'ai participé, j'ai tenu un discours assez clair là-bas. Et ce jour, tous ceux qui ont pris la parole ont apprécié, ils ont dit qu'ils ont vu une rupture dans la façon même d'aborder la question de la mise en œuvre de l'accord. Il faut rétablir la confiance entre les parties. Il faut se dire la vérité. Il faut arrêter de chercher à satisfaire les lobbies en pensant que c'est ça qui règle les problèmes. Or, c'est ce qui a été fait jusqu'ici. Souvent, on a interprété de façon abusive certains articles de l'accord, juste en pensant qu'on donne satisfaction et ça ne règle absolument rien. Est-ce que vous estimez qu'on a un agenda du Mali aujourd'hui en matière d'application de l'accord? Je crois que c'est à ça qu'on travaille. Par exemple, vous savez qu'avant, pour la gestion de l'accord, on a changé de ministre des tutelles plusieurs fois. Vous avez des services dispersés dans les différents ministères, au niveau du ministère de la Sécurité, d'autres à la primature, d'autres à la présidence. Aujourd'hui, tout est centralisé au niveau du ministre chargé de l'accord.
Tout est centralisé à son niveau. Que même les services qui sont au niveau de la primature, ils sont à sa disposition pour emploi. Ceux qui sont au niveau de la présidence de la République, on a centralisé tout pour que les mouvements, la communauté internationale ait un seul interlocuteur, un seul point focal. Et changer de méthode de travail, comme je viens de vous dire, discuter entre nous Maliens, aller nous présenter. Et les difficultés, on va les surmonter au fur et à mesure, dans la confiance. Alors, Monsieur le Premier ministre, ouvrir des canaux officiels, cette fois-ci, de communication, voire de négociation avec Yada Gali, Amadou Nkoufa, c'est une proposition aussi qui vous a été faite lors de ce débat. Est-ce que la transition, sous votre conduite, pourrait s'engager sur cette voie? Ce que je peux dire, nous sommes un gouvernement de dialogue, un gouvernement inclusif. Ça veut dire que toute personne qui se réclame de la nationalité malienne peut être entendue, écoutée. Maintenant, le débat est beaucoup plus émotionnel. Oui, il ne faut pas parler avec eux. Oui, il faut parler avec eux. Moi, je pense honnêtement que l'État doit continuer à assumer sa mission régalienne de rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Un État, c'est la force et le droit. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. La force seule ne règle rien. Même lorsque vous aurez gagné la guerre, il faut installer un État juste. Il faut installer un État qui réponde aux préoccupations des uns et des autres. Beaucoup de Maliens qui sont dans ces mouvements, à l'origine, ce n'est pas par idéologie. Certains, c'est à cause de frustration. D'autres, c'est parce qu'ils ont été endoctrinés. D'autres, parce qu'ils cherchent peut-être un semblant de bien-être matériel. Et puis, je pense qu'il ne faut jamais refuser de se parler. Ce qui est différent, d'abandonner les principes dont je viens de parler, qui sont intangibles. Le caractère laïque et républicain de l'État ne peut pas être négocié. L'intégrité du Mali ne peut pas être négociée. La souveraineté de l'État malien ne peut pas être négociée. Le principe de l'unité de notre pays ne peut pas être négocié. Le reste, tout le reste peut se négocier, pourvu qu'on accepte qu'on est des Maliens, qu'on est différents à certains égards, qu'on doit vivre ensemble et que le pays n'appartient à personne plus qu'à l'autre. Disons quelques mots des questions sécuritaires. Vous avez donné l'assurance que les moyens nécessaires y seront mis. Mais, Monsieur le Premier ministre, on a tellement de forces étrangères aujourd'hui sur notre sol. Quand est-ce qu'on va pouvoir s'en passer, selon vos prévisions? Vous savez, les forces étrangères sont venues dans un contexte difficile. Beaucoup de fils de ces pays ont perdu leur vie ici. Je dois leur rendre hommage et prier pour leur mémoire. Bien entendu, les Maliens qui par milliers sont tombés, civils et militaires, ont droit au même sentiment de compassion. Je pense qu'aussi longtemps que les Maliens vont penser que c'est les forces étrangères qui vont l'aider à restaurer son honneur, sa dignité, sa souveraineté, son indépendance, ils se trompent d'analyse. Les forces étrangères sont des pays amis qui sont venus nous aider. Mais c'est nous qui devons trouver la solution à nos problèmes. Encore qu'il y a beaucoup de polémiques. Vous savez, en 2013, la résolution 2100 d'avril 2013, qui a décidé de l'institution de la MINUSMA au Mali, allez-y la lire. Dans cette résolution, c'était très clair que les forces étrangères intervenaient pour combattre le terrorisme, le repousser, l'empêcher de retourner dans les zones libérées. C'est écrit noir sur blanc. La force Serval, quand elle a été autorisée à intervenir, c'est en appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des forces au sol. Mais toutes ces données ont changé quelques années après. Allez-y vous référez aux déclarations officielles des hautes autorités françaises en 2013-2014. Le président de la République française, qu'est-ce qu'il disait? L'objectif de Serval, c'est de détruire le terrorisme, c'est d'aider l'État malien à restaurer
son autorité sur l'ensemble du territoire national et mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies. Bon, présenté sous cette forme, les Maliens ont applaudi, surtout avec ce qu'on a vu les premiers mois. L'aménagement, je viens de vous le dire. Allez-y voir les résolutions de l'aménagement après la signature de l'accord. Comparez le contenu à ce qu'il y avait en avril 2013. Il y a une nuance. Aujourd'hui, à l'aménagement, ils vous disent clairement que leur rôle n'est pas de combattre le terrorisme, qu'ils ne sont pas là pour ça. Mais ce n'est pas ce qui a été dit aux Maliens au début. C'est que les Maliens ont applaudi parce qu'ils étaient convaincus qu'ils venaient combattre. Et c'est ce qui avait été écrit. Quand est-ce qu'on va pouvoir se passer de tout le monde? Moi, je pense honnêtement qu'il faut que nous comptions sur nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères des mouvements, discutons entre nous, trouvons des solutions, abordons nos partenaires pour qu'ils nous appuient, qu'ils nous aident. Il faut être reconnaissant à la communauté internationale. Ce que je viens d'expliquer, ce n'est pas de nier son utilité. Parce qu'aujourd'hui, si l'ensemble de ces forces étrangères arrivaient à quitter le Mali du jour au lendemain, je pense que les risques vont être élevés pour la sécurité des Maliens. Et donc leur présence est utile, encore qu'ils s'investissent beaucoup dans l'action sociale, ce qui n'était pas leur vocation au départ. Il y a même des chefs d'État qui se sont plaints, qui disent qu'ils s'occupent beaucoup plus du social que de combattre le terrorisme. Mais je pense que les Maliens doivent se convaincre définitivement. Aucun peuple ne peut se libérer uniquement avec l'appui des autres. Il faut que la résolution, la détermination, le choix de la voie de la libération du Mali, de l'unité du Mali, que ce soit, ça vienne des Maliens. Et les amis du Mali vont les appuyer à les consolider. Alors, parlant de promotion de la bonne gouvernance, Monsieur le Premier ministre, l'heure de zéro impunité a-t-elle sonné au Mali? Je pense qu'à la fin de la transition, et durant tout le processus de transition, les Maliens regardent un certain nombre d'indicateurs pour savoir, oui ou non, la transition est sur la voie attendue des Maliens. Je viens de parler de l'amélioration de la sécurité. De gros efforts sont en train d'être faits. Et je l'ai dit l'autre jour devant le CNT, il y a 3, 4, 5 ans, c'était vraiment beaucoup plus dramatique qu'aujourd'hui. Je touche du bois. Aujourd'hui, il y a une volonté d'occupation de l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas une région aujourd'hui où les forces armées de sécurité ne sont pas en action. Il est vrai que les effectifs ne suffisent pas. Et c'est pour cela que le processus de DDR doit être accéléré, intégrer tous ceux qui sont capables de s'engager pour défendre le pays. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, il faut être très clair que la sécurité du pays, quand vous sécurisez militairement, cela seulement ne suffit pas. Il faut que l'État soit présent. Les services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'eau, l'administration doivent être là pour que les citoyens reprennent confiance et que les réfugiés puissent venir. Je pense que c'est sur cette voie-là que nous devons nous mettre. Alors, vous avez continué à parler de sécurité, tandis que je parlais de bonne gouvernance. Je demandais si l'heure de zéro impunité a sonné au Mali. Donc, quand vous finissez de parler des questions de sécurité, sur lesquelles les citoyens jugent la transition, les citoyens se posent la question, ce qui a été dit au Mali, c'est que c'est la corruption et l'impunité qui a mis le Mali sous le joug d'une oligarchie plutocratique qui a pris notre pays en otage. Et donc, la lutte contre l'impunité va être l'un des éléments caractéristiques de la réussite ou non de la transition dans l'imaginaire collectif. Maintenant, ces questions, je ne peux pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas moi qui choisis les dossiers sur lesquels cette lutte doit être faite, mais ça fait partie des messages très clairs que le chef de l'État a annoncés dès le Conseil des ministres inaugural. La lutte contre l'impunité et les réformes. Vous avez donc la sécurité. Ce n'est pas pour rien que le ministre de la Défense vient immédiatement après le Premier ministre. La justice, c'est la lutte contre l'impunité.
la lutte contre la corruption et la justice pour tous, et la refondation, troisième ministère, refonder les bails, les textes, la constitution, la loi électorale, la charte des partis, l'ensemble des textes constitutifs du soubassement d'un État. Donc la lutte pour l'impunité, contre l'impunité fait partie des actes majeurs du travail gouvernemental. Alors, le Front social, Monsieur le Premier ministre, après avoir entendu tout ce qui a été dit ces derniers jours, est-ce qu'il y a un dialogue de sourds qui s'installe avec les enseignants, article 39? Moi, je suis convaincu qu'il y aura un terrain d'entente avec les enseignants à terme, sauf s'il y a d'autres considérations. J'ai rappelé que l'application de l'article 39, c'est le fruit de la lutte des forces du changement. Vous vous souviendrez que le texte qui prescrit cet article a été adopté en février 2018, comme par hasard à la veille des élections. Comme les cheminots, on leur a fait des promesses à la veille des élections. Comme on a montré une locomotive à la télévision nationale à la veille des élections. Tout le monde était content. Les élections sont finies, les cheminots n'ont pas eu d'argent, on n'a pas vu de train. Les enseignants, on leur a dit qu'on ne peut plus appliquer l'article 39. Ils ont manifesté pendant des mois. Il a fallu que les forces du changement exigent le changement de système, que cette lutte atteigne son paroxysme, pour que les anciennes autorités, du bout des lèvres, disent « Ok, on va appliquer l'article 39 ». L'objectif, manifestement, c'était de soustraire le corps enseignant du mouvement politique et social. Mais après avoir annoncé, il n'y a rien eu. Il a fallu attendre que l'heure du changement sonne, après le 18 août, pour que les autorités de la transition décident de l'application immédiate de l'article 39. Mais dans l'imaginaire collectif, ça crée une injustice, mais les autorités ont pris le courage de dire, dès lors que c'est prescrit, il faut l'appliquer. Mais lorsque les autres corps disent, il faut l'équité, il faut nous amener au même niveau, qu'à égalité de diplôme, il faut le même salaire. Parce qu'on ne peut pas accepter une situation où vous avez quelqu'un qui a un diplôme de cadre B, qui est plus payé que certains qui sont des cadres A. Donc, il faut une harmonisation de la grille, chercher l'équité. C'est ça le sens de ce texte-là. Maintenant, il y a des non-dits. C'est que lorsque les autorités convenaient avec le monde enseignant, en septembre, je crois, 2020, pour que l'année scolaire ne soit pas perdue, c'était clairement entendu que l'article 39 va être appliqué. Mais il y aura des conséquences, c'est qu'il y aura une question d'harmonisation plus tard. Tous ceux qui ont participé à ces débats, il n'y a pas de papier signé parce que les gens travaillent sur la bonne foi. Nous ont dit que c'était entendu, qu'il n'y aurait pas de problème. Maintenant qu'il y a des problèmes, comme je l'ai dit, le rôle d'un gouvernement, c'est de résoudre les problèmes, dialoguer. Ce que nous avons dit d'abord, il ne faut pas que les enseignants aient le sentiment qu'on les méprise. Parce que souvent, les syndicats, ils ont été méprisés. Il y en a qui ont fait 10 mois, on ne les a même pas reçus. Il y en a qui ont parlé pendant des semaines, on ne les a pas reçus. La première des choses qu'on a fait, c'est que dès que le texte a été adopté mercredi, le jeudi à la première heure, j'ai rencontré le monde des enseignants pour leur expliquer la nouvelle situation, en leur disant que l'article 39, c'est le résultat de la lutte des forces du changement, en tout cas son application. Qu'ensuite, l'équipe qui est là, c'est l'équipe des forces du changement, qu'ils doivent aider et comprendre les priorités. Les syndicats, c'est une synergie, donc il y a plusieurs composantes là-dedans. Forcément, les débats sont très intenses en leur sein. Mais ce que nous avons instruit au ministre de la fonction publique, au ministre de l'Éducation, au ministre de l'Économie et des Finances, c'est de regarder partout où il y a des injustices, partout où l'harmonisation n'a pas bénéficié à certains enseignants, surtout les cadres A. Il faut corriger ces injustices pour qu'à la fin, aucun Malien n'ait le sentiment qu'on l'a traité moins que les autres. Maintenant, les débats entre les syndicats et le gouvernement, ils vont continuer. Personnellement, je pense qu'il y aura un terrain d'entente. Alors, vous avez devant vous 7 mois, 7 petits mois, on est tenté de dire, pour boucler ce vaste chantier. 7 mois pour tout faire, c'est une équation, un casse-tête peut-être. Ça ne vous empêche pas de dormir, Monsieur le Premier ministre? Et j'ajoute aussi, avant d'aller, qu'il y a les autres syndicats. Il y a les syndicats des surveillants de prison, il y a les syndicats des greffiers,
Il y a beaucoup d'autres syndicats qui ont des préoccupations. Le gouvernement est déterminé à continuer le dialogue avec eux. Maintenant, par rapport à la durée de la transition. Vous savez, il y a un débat souvent qui mérite d'être explicité. Je viens de vous dire qu'en 1997, il y avait exactement le même débat. Tenir les élections à tout prix ou tenir des bonnes élections. On a dit les délais. Finalement, on est allé les délais. Le résultat, on a fait les élections, crise électorale. On a fait 5 ans, le président n'a même pas été reconnu pendant 5 ans. Avec des morts, des hommes emprisonnés, même des pionniers de l'indépendance comme le Sédou Badian, on les a emprisonnés. Même des acteurs du mouvement de mars 91 ont été emprisonnés. Tout a été vu au Mali parce que le gouvernement a dit que les délais priment sur la qualité des élections. Mais dans une nation, il faut apprendre à tirer les leçons de son histoire. Deuxièmement, les uns et les autres oublient que le départ de la crise qui a renversé le régime, c'est la crise post-électorale. C'est la mauvaise tenue des élections. Vous savez, je vais vous faire une confidence, peut-être beaucoup ne savent pas. À la veille des élections, paix à son âme, Soumaïla Cissé a rencontré l'ancien ministre de l'administration territoriale, accompagné d'un certain nombre de collaborateurs, dont Ibrahim Ikassa, qui est aujourd'hui dans le gouvernement. Ils ont proposé au gouvernement ce jour, mettez la proportionnelle aujourd'hui. Si la Constitution ne permet pas de faire des modes de scrutin couplés, choisissons la proportionnelle. Ça va éviter trop de frustration. Pour qu'on passe ce cap, ça ne coûtait rien ce jour-là si le gouvernement était dans des dispositions de dialogue, de compréhension des autres, d'aller à la proportionnelle. Peut-être les frustrations qui ont conduit au soulèvement ne seraient pas arrivées. Parce qu'il y a des députés qui ont été spoliés. S'il y avait la proportionnelle, peut-être certains allaient être à l'Assemblée, peut-être d'autres n'allaient pas y être. Je suis convaincu si aujourd'hui, vous amenez l'ancien président et son ministre de l'administration, vous leur proposez ça. S'ils savaient que ce refus allait conduire à ce que le régime allait renverser, ils allaient signer des deux mains. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les 7 mois, ce n'est pas la Bible? Non, je suis en train de venir. Parce que nous allons faire tout pour nous en tenir aux dates. La preuve, c'est que tout ce qu'on a présenté, c'est dans ces dates-là. Mais il faut apprendre à dire le discours de la vérité au Mali. On ne peut pas tout ramener aux dates. Si, imaginez un peu qu'aujourd'hui, on ne mette pas l'organe unique, au motif que le délai ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'ancien système. Si vous voulez mettre vous êtes obligé de mettre la CENI. Si vous mettez la CENI, il faut des nouvelles lois, il faut les nommer, il faut qu'ils s'étendent. C'est à peu près le même temps que l'organe unique prend. Sauf qu'au résultat, vous aurez un système auquel les gens ne croient pas. Un. Deuxièmement, si vous ne faites aucune réforme, vous partez aux élections comme ça, on va se trouver dans une crise post-électorale le lendemain. Peut-être au lieu de finir en février, on va faire 1 an de crise, des gaz lacrymogènes, des morts, avec peut-être un autre changement de l'ordre constitutionnel. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui est arrivé. Monsieur le Premier ministre, on va se focaliser sur la durée. Non, c'est important, parce que cet aspect, il faut faire de la pédagogie là-dessus. Si on ne fait aucune réforme, on installe les nouveaux pouvoirs comme ça. Je viens de vous dire que, par exemple, l'organe unique, ça fait 20 ans que les Maliens le demandent. Chaque fois qu'un gouvernement vient, il ne le fait pas. Donc, aucune réforme n'aura lieu. Les mêmes frustrations, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on va aux élections sans faire les réformes, on va se trouver avec un pouvoir qui pourrait tomber 6 mois après. C'est pourquoi je dis qu'il faut intégrer les délais. Il ne faut pas faire des délais le seul élément d'appréciation de la réussite de la transition. La réussite de la transition, c'est un État sécurisé. La réussite de la transition, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. La réussite de la transition, c'est les réformes. Si on ne les fait pas, on va dans la situation à laquelle on installe tous ceux qui se battent pour venir au pouvoir. Mais ils pourront être renversés, se trouver en prison 2 ou 3 mois après. Tous ceux qui sont en train de se battre, chacun pense que c'est lui qui va être président. Pour gouverner quel pays? Et c'est pourquoi, pour moi, le gouvernement va travailler à maintenir les dates.
Mais notre viseur, tout en regardant l'horizon avec les dates, nous devons travailler à implémenter les conditions d'une refondation de l'État malien, de sécurisation des populations, de lutte contre l'impunité qui a gangréné notre pays. Voilà notre vision. Pour nous, les délais, il faut les respecter. Nous travaillons à les respecter, mais nous ramener uniquement au délai, nous le refusons par un sens de la responsabilité et un sens de l'histoire. Parce qu'il faut tenir compte des crises de 97, les crises de 2020 sont toutes parties de la mauvaise organisation des élections. Et on veut nous amener à organiser des élections les plus mauvaises qui existent avec la crise que nous vivons. Non. D'accord. Monsieur le Premier ministre, dernière question. 2050 milliards, si je ne m'abuse, en tout cas plus de 2000 milliards, par ces temps de crise sanitaire, crise sécuritaire, crise partout. Sur quoi est-ce que vous comptez? Vous n'avez pas constaté que les cheminots, je viens de vous parler d'eux. Certains, on leur a dit qu'il y avait de l'argent, ils ont voté le dimanche en 2018, lundi, on leur a dit qu'il n'y avait plus d'argent. Cette année, il y en a depuis des années. Le gouvernement a fait des efforts pour leur donner un petit coup de main de 6 mois. Vous aurez constaté que les salaires ont été payés entre le 11 et le 15. Nous faisons des efforts. Le ministre des Finances a mis une équipe aujourd'hui pour regarder partout où il y a des possibilités de prendre des ressources pour les affecter aux problèmes sociaux. Alors même que le Mali est sorti aujourd'hui des limites fixées dans l'espace UEMOA pour les équilibres financiers. Parce qu'il est prévu dans l'espace UEMOA que l'ensemble des dépenses salariales ne doit pas dépasser 35% des recettes intérieures. Nous sommes aujourd'hui à 47-49%. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans la ligne rouge, à partir de laquelle la signature du Mali ne va pas être crédible. Nous allons rentrer dans un désaccord antagonique avec les partenaires économiques et financiers. Ça, nous ne prendrons pas la responsabilité de le faire. Après avoir dit tout ça, ce dont je peux vous rassurer, c'était pour vous donner des indications que l'État malien tient debout, il tiendra debout pour faire face à ses engagements. Les 2050 milliards, nous avons fait les calculs, nous avons fait les analyses, nous aurons les moyens de les mobiliser. Ça, c'est une assurance que je peux donner aux Maliens. Naturellement, certains partenaires vont nous aider à compléter ici, là. Les 80 à 90%, ce seront nos ressources propres, en espérant que, avec le sérieux du gouvernement, avec la détermination qu'il a, avec la cohérence avec laquelle il travaille, avec la conviction et la confiance des Maliens, la plupart des partenaires vont réviser leur position et accompagner pour réussir la transition. L'objectif, c'est la réussite de la transition, rien d'autre. En un mot, votre état d'esprit, en un mot vraiment? Moi, je suis optimiste et je suis convaincu de la petite connaissance que j'ai de l'histoire des nations. J'ai beaucoup lu pendant mon parcours scolaire et pendant mon combat politique. Comment les différentes nations qui ont connu des crises, qui ont même été dans une situation de disparition, de menace de disparition, se sont reconstituées. À chaque fois qu'une nation est tombée, il a fallu trouver des enfants, des fils du pays, qui fixent le cap, qui montrent le chemin, qui redonnent confiance à la nation. Et si la nation se mobilise, elle va s'en sortir. Tous les grands pays que vous connaissez dans l'histoire, je ne vais pas en citer pour ne pas en oublier, ont passé par cette étape. Moi, je suis convaincu que si les Maliens se donnent la main, et c'est pourquoi nous parlons de transition inclusive, dans l'histoire récente de notre pays, chaque fois qu'il y a un changement de régime, tous ceux qu'on considère à tort ou à raison comme les tenants de l'ancien régime, ils sont soit en prison, soit ils meurent, soit on les écarte de tout. On a décidé de tirer les leçons de notre histoire récente. Le président de la transition tient à l'inclusivité de la transition. Pourquoi? Parce que nous voulons mobiliser toutes les énergies des Maliens pour tirer dans un seul sens. Et à ce rythme-là,
je suis convaincu que nous allons poser les fondations d'un Mali nouveau dans lequel il fera bon vivre. Et les Maliens diront un jour que l'équipe qui a dirigé le Mali pendant cette transition nous a redonné confiance, nous a restitué notre honneur, nous a restitué notre dignité. Moi, je reste confiant, le gouvernement reste confiant et le président de la transition en tête. C'est tout le mal que nous vous souhaitons, Monsieur le Premier ministre. Nous vous disons bon vent. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et merci à tous les Maliens qui nous regardent. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis dans cet entretien spécial avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Bonne suite de programme sur l'ORTM.